Bonjour à tous. J'attends une petite seconde que tout le monde se connecte. Et on va commencer. Alors, ce live, ce rendez-vous du cercle des créatifs va être un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de ce qu'on fait d'habitude. Mon idée, c'est qu'on discute ensemble de quelques photos que j'ai prises lors de mon dernier workshop à Toulouse. Et en fait, pendant que les élèves font les exercices sur le terrain, je les fais souvent moi aussi avec eux. Et les photos qu'on va regarder ce soir, elles n'ont rien d'extraordinaire, mais c'est des photos qui ont été prises pendant des exercices pour s'entraîner, on va dire. Mais je pense qu'en discuter ensemble, ça va vous permettre de découvrir quelques conseils plutôt simples et efficaces que vous pourrez aussitôt appliquer dans vos photos, que ce soit dans la rue, en voyage ou même dans la vie de tous les jours. Ça vous permettra peut-être aussi d'avoir des idées d'exercices pour vos prochaines sorties photos. Quand vous ne savez pas trop quoi prendre en photo, de temps en temps faire des exercices, c'est pas mal. Et aussi, pour ceux qui seraient intéressés, d'avoir une meilleure idée de ce qu'on fait pendant les workshops. Tous les workshops, si vous voulez, qu'on fait, c'est basé sur des exercices. Et quand on est sur le terrain, je donne des explications. On va ensuite aller faire un exercice pour le mettre en application, puis de nouveau des explications et un nouvel exercice, etc. Et tout le workshop est rythmé en fait comme ça par des exercices. C'est pas un workshop, c'est pas juste on va se promener, on prend les photos ensemble et vous me posez des questions. Ça aurait pas beaucoup d'intérêt à mon sens. Là, c'est vraiment une sorte de travail pédagogique, si vous voulez. C'est guidé, c'est une évolution tout au long du week-end, justement pour apprendre et aller vers ce que je veux, là où je veux vous guider, qui est de réussir vos photos, bien sûr, dans la rue, en voyage, maîtriser la technique, mais aussi savoir s'adapter aux situations difficiles, trouver des sujets, rendre vos photos plus intéressantes et surtout, à la fin, on s'intéresse aux gens, aux inconnus qu'on peut photographier et croiser. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'assister à un workshop, n'hésitez pas. C'est une expérience qui est sympa et vous apprendrez beaucoup. Il y a pas mal de membres d'ailleurs du Cercle des Créatifs qui ont déjà participé. Et concernant, pour revenir à la discussion de ce soir, aux photos, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous assistez au direct, il y a le chat qui est en direct et que je suis et que je lis au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous regardez le replay, la vidéo sera postée en replay ensuite, vous pouvez vous poser vos questions et vos réactions en utilisant les commentaires qui sont juste en dessous de la vidéo. Voilà pour cette présentation. Et donc, on va s'attaquer aux photos. Attendez, je partage mon écran. Tac. Pour que vous les voyez. Et elles sont ici. Alors, la première photo. La première photo et le premier exercice qu'on fait qu'on fait à chaque workshop de toute façon, l'idée, c'est de se concentrer sur des détails. Quand vous voyez pas grand-chose dans un endroit, en réalité, il y a toujours des détails intéressants. Et des détails, ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une fissure dans un mur, une certaine texture, un petit objet ou un détail d'un objet. Ça peut être un nœud dans les cheveux d'une personne, par exemple, ou une décoration sur un vêtement, un pin, j'en sais rien. Ça peut être des chaussures, ça peut être plein de choses, des détails, d'accord? Là, sur la photo que vous voyez, c'est une petite plante qui pousse au milieu du goudron et du béton. Et ça, c'est une genre de photo. D'ailleurs, j'en ai pas mal. C'est quelque chose, je sais pas, un jour, ça a attiré mon regard, cette nature qui essaye de reprendre ses droits au milieu de la ville. Et depuis, je prends pas mal de photos. Et donc là, c'en est une que j'ai prise à Toulouse lors du workshop dernier, mais j'en ai pas mal comme ça. Quand vous photographiez des détails, en fait, ça vous oblige à regarder un peu plus attentivement les choses, à changer aussi de point de vue, à vous rapprocher des choses. On a tendance à tous, quand on passe dans certains endroits, on voit ces endroits avec une certaine distance, d'accord?
Et l'immense majorité des gens voient tous la même chose avec la même distance. On passe devant une maison, on est tous sur le trottoir, on passe et voilà, ça s'arrête là, d'accord? Là, quand vous vous intéressez aux détails, du coup, ça va vous obliger à changer justement cette distance vis-à-vis de tout ce qui vous entoure et à vous rapprocher, à découvrir les choses sous un nouvel angle, à vous intéresser davantage, du coup, aussi bien aux choses qu'aux gens que vous croisez. Et donc, c'est un exercice souvent intéressant. Des détails, vous pouvez en trouver n'importe où, hein. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous dire, tiens, dans la pièce, qu'est-ce que je peux photographier comme détail qui peut être intéressant? C'est un exercice qui peut vous permettre de découvrir des choses intéressantes à photographier même chez vous. Mais c'est surtout un très bon échauffement. Et, euh, et ça, quand je parle d'échauffement, souvent en photo, hein, les gens me regardent un petit peu bizarrement. Et c'est vrai que l'échauffement, on y pense quand on va faire du sport, par exemple. Mais en réalité, quand vous prenez des photos, c'est super important de vous échauffer au début. Quand vous arrivez sur le terrain, il y a un moment où il faut basculer un petit peu en mode photo. Et pour y arriver, il faut à un moment donné vous forcer à prendre des photos. D'accord? C'est comme quand vous courez, hein, si vous partez courir, les 100 premiers mètres, c'est un peu les plus difficiles. Après, ça va mieux. Une fois que vous êtes parti, vous êtes dedans et de suite, c'est facile. Si vous avez tendance à dire, tiens, je vais faire une sortie photo et à revenir sans avoir aucune photo ou presque, c'est sûrement parce que vous vous échauffez pas. Et essayez la prochaine fois que vous y allez, vous arrivez sur le terrain et plutôt que de commencer à marcher en attendant peut-être, je sais pas, quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose vraiment qui vous scotche, qui attire votre regard et que vous ne puissiez pas passer à côté, au lieu de faire ça, forcez-vous vraiment à déclencher. Et pourquoi pas en vous concentrant sur les détails comme je viens de vous l'expliquer. D'accord? Vous photographiez vraiment tout ce qui attire votre œil, même si c'est pas intéressant. L'important vraiment, c'est un échauffement, c'est vraiment de lancer la machine. Donc, vous faites exprès de déclencher, vous multipliez les déclenchements et vous allez voir qu'après quelques minutes à vraiment vous forcer à déclencher pour tout et rien, vous allez être dedans, comme quand vous courez. Et d'un seul coup, ben, ça va s'enchaîner. Vous allez voir des choses, vous allez voir des sujets, vous êtes dedans, vous allez continuer comme ça et prendre des photos du coup toute votre séance. Donc si c'est quelque chose chez vous qui vous arrive souvent, que dans tous les jours, un petit peu, vous tiens, je prends des photos et vous n'arrivez pas à trouver des photos ou à ramener beaucoup de photos, forcez-vous à déclencher. Voyez ça comme un échauffement et je peux vous assurer que ça débloque vraiment les choses. Je me souviens, ce week-end, quand on a fait cet exercice sur les détails à Toulouse, le temps où, quand on a lancé cet exercice-là, on était dans une petite ruelle et il nous a fallu peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour faire la petite ruelle parce que tout le monde s'arrêtait tous les 3 mètres pour prendre des photos. Et c'est pareil pour tout le monde. Ça aurait été une journée entre guillemets normale. On aurait traversé cette ruelle qui avait rien d'extraordinaire. On aurait traversé cette ruelle sûrement sans prendre une seule photo. Donc voilà. C'est un exercice qui est sympa pour vous échauffer ou pour changer un petit peu votre vision des choses et concentrez-vous sur les détails. C'est quelque chose d'assez intéressant comme exercice. La seconde astuce, le second exercice, le second conseil, c'est aussi quelque chose de très intéressant et c'est de photographier la lumière. Photographier la lumière elle-même. D'accord? Déjà parce qu'il y a beaucoup de photos. En fait, on photographie un sujet, on photographie un objet, mais notre vrai sujet, c'est souvent la lumière elle-même. D'accord? Là, sur cette photo que j'ai prise, il n'y avait rien de fantastique à prendre. Le sujet, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est vraiment la qualité de la lumière hein, qui éclaire ce sujet, qui la rend intéressante, qui la rend jolie. D'accord? Donc, souvent, la lumière en elle-même peut être votre sujet. Et donc, de faire un exercice où vous vous dites, OK, je vais vraiment regarder la lumière, je vais vraiment photographier la lumière, ça va vous entraîner, ça va entraîner votre œil à repérer les belles lumières. D'accord? Et en parlant de lumière, hein, c'est fondamental dans la photo, vous le savez, l'exposition et la lumière, c'est ça qui change tout dans nos photos. Donc, vous devriez toujours en avoir conscience et y être attentif. D'accord? Quand vous êtes sur le terrain. Et
Et quand vous arrivez justement sur le terrain et que vous dites, tiens, vous sortez l'appareil photo du sac, vous dites, tu veux prendre des photos, la première chose que vous devez faire, c'est de regarder la lumière, d'y être vraiment attentif. Là, pendant quelques instants, vous dites, OK, qu'est-ce qu'on a comme lumière aujourd'hui? Comment elle est? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une idée des difficultés que vous risquez de rencontrer pendant votre séance photo. Par exemple, s'il fait presque nuit, vous savez qu'il y aura peu de lumière et donc vous allez être sûrement confronté par l'intermédiaire du manque de lumière au flou de bouger et sûrement au flou de mouvement. D'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose, vous allez sûrement devoir changer vos réglages pour vous y adapter. Vous allez sûrement devoir faire des compromis. Il y aura peut-être des sujets que vous ne pourrez pas photographier, des photos que vous ne pourrez pas réaliser à cause de l'impact de ce manque de lumière. D'accord? À l'inverse, si vous arrivez sur le terrain et que vous dites, OK, il y a beaucoup de lumière, la lumière, elle est plutôt dure et rasante, à ce moment-là, vous savez que vous allez avoir pas mal de problèmes à gérer les forts contrastes et les contre-jours. D'accord? Donc, vous arrivez tout de suite, vous voyez que c'est la fin de journée, le soleil est bas, mais il y a encore beaucoup de lumière. Vous savez que vous allez être confronté aux forts contrastes et aux contre-jours. Si par contre vous arrivez en pleine journée et que le ciel est plutôt nuageux, chargé et gris, là, ça va être finalement relativement facile à gérer parce que c'est en pleine journée, donc il y a suffisamment de lumière. Par contre, il y a pas, la lumière est assez douce, il n'y a pas de fort contraste, il n'y a pas de contre-jour avec ce voile nuageux qui diffuse finalement la lumière. Donc, ça va être des conditions assez faciles. D'accord? Donc voilà, le principe, c'est vous arrivez en début de séance, il faut faire un petit check-up de la lumière, vous demandez comment elle est, et en fonction de ça, vous attendre à éventuellement avoir des difficultés et avoir des choses à gérer. OK? Et ensuite, une fois que vous êtes lancé dans votre séance, vous n'allez pas en permanence tous les 3 mètres, vous demandez comment est la lumière, comment est la lumière, comment est la lumière, parce que vous verriez plus que ça et vous penseriez plus qu'à ça. Mais vous devez un peu entraîner votre esprit à remarquer les gros changements. D'accord? Un gros changement, c'est quoi? Vous êtes dehors, vous vous baladez dans une rue ou sur une place, il y a beaucoup de lumière, et puis à un moment, tiens, vous voyez, je sais pas moi, une petite boutique ou un bar, et vous dites, je vais aller prendre des photos à l'intérieur, et là, vous rentrez et c'est très sombre. Il faut que vous remarquiez ce changement de lumière. D'accord? Vous étiez dehors, il y avait de la lumière, d'un seul coup, vous rentrez dans un endroit beaucoup plus sombre, on a un gros changement de lumière. Et là, il faut qu'il y ait ce que j'appelle une sorte d'alarme qui retentit à l'intérieur de votre tête, qui vous dit attention, il y a moins de lumière ici. Ça veut dire peut-être qu'il faut changer vos réglages, ça peut-être qu'il va falloir que vous adaptiez au sujet que vous pouvez photographier ou pas, etc., etc. D'accord? Et idem, quand vous ressortez de l'endroit sombre et que vous ressortez en plein jour, il faudra sûrement vous y réadapter. D'accord? Donc, l'idée, c'est, avec la lumière, vous pouvez en faire le sujet d'un exercice, ça va vous entraîner à la voir et à y être attentif. Mais même si vous ne faites pas d'exercice autour de la lumière, quand vous débutez une séance photo, faites un check-up de la lumière pour vous dire, OK, quelles conditions j'ai, qu'est-ce que je peux avoir comme difficulté, à quoi il va falloir que je sois attentif, etc. Et ensuite, une fois que vous êtes lancé, tout le long de votre séance, soyez-y attentif et particulièrement aux changements importants. D'accord? S'il y a un changement important, il faut vous dire, hop, attention, il faut peut-être que je change mes réglages, il faut peut-être que je m'adapte, il faut peut-être que je fasse des choix différents dans mon approche, dans les sujets que je choisis, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais voilà, ayez cette conscience en permanence de la lumière. D'accord? La troisième petite astuce ou conseil que je voulais vous donner, ça concerne la composition et ça concerne aussi ce qu'on est en train d'explorer en ce moment sur le cercle des créatifs avec la profondeur, c'est d'ajouter un premier plan. D'accord? Un premier plan, ça permet comme je vous dis, d'augmenter la profondeur de l'image. On en a discuté. Une image, quand vous la regardez, elle est plate, c'est une feuille ou un écran, il n'y a pas de profondeur. Et si on comprend qu'il y a de la profondeur dans une image, c'est parce que le photographe a mis des indices qui permettaient de faire comprendre au spectateur qu'il y avait cette profondeur. D'accord?
Et en plus de donner de la profondeur, on donne aussi plus de détails quant au contexte et à l'histoire. D'accord? On rajoute un petit peu plus de choses. Et c'est surtout intéressant, moi j'aime bien le faire, hein, de rajouter un premier plan. Quand on rajoute un humain au premier plan, comme ce que j'ai fait là sur la photo, ça permet au spectateur de se mettre à la place de cette personne, d'entrer dans l'image et sûrement de ressentir ce qu'elle ressent. D'accord? Ici, vous imaginez, si vous regardez la photo, vous imaginez être cette personne, vous imaginez ce qu'elle regarde, ce qu'elle ressent, et du coup, vous le ressentez aussi à votre tour. Vous restez un petit peu plus longtemps dans l'image, et c'est souvent quelque chose de plus intéressant. Donc, un premier plan, quand il est bien choisi, ça peut ajouter de l'intérêt à vos photos. Et ce que j'aime bien avec cette astuce du premier plan, cet outil, on va dire plutôt, c'est que c'est très facile à utiliser. Vous n'avez pas à modifier des réglages ou des choses comme ça pour créer cet effet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'habitude, plutôt que quand vous voyez quelque chose, de vous jeter sur ce sujet-là, d'essayer de vous en rapprocher et de le prendre en direct. Au contraire, de faire l'inverse et de prendre du recul et d'essayer de rajouter quelque chose entre vous et ce sujet. D'accord? Une astuce que j'aime bien utiliser, et j'en parlais d'ailleurs pendant le workshop ce week-end, c'est les passages piétons. La plupart des gens, ils arrivent au passage piéton et ils se mettent en première ligne devant la rue pour attendre. Au lieu de vous mettre là, faites 1 ou 2 mètres en arrière et laissez des gens entre vous et la rue. Et souvent, vous aurez des photos intéressantes à faire où vous avez un croisement, une rue ou quelque chose comme ça, mais avec des gens qui attendent, des gens devant en premier plan. Et ça rajoute quelque chose d'un peu plus intéressant. Et ça marche pour les passages piétons, ça marche pour les spectacles, pour les paysages, comme ici sur la photo, quand quelqu'un regarde un paysage, plutôt que de vous mettre au premier rang, faites quelques pas en arrière pour qu'il y ait des gens entre vous et votre sujet. D'accord? Ça peut être intéressant. Ça ne marche pas toujours, c'est pas toujours à faire, mais gardez cette astuce dans la tête, c'est quelque chose qui marche bien souvent. Et puis ça marche aussi avec des objets. Là, c'est un exemple avec des gens. J'aime bien le faire avec des gens, mais ça marche aussi très très bien avec des objets. D'accord? Vous voyez quelque chose, plutôt que de le photographier comme ça, hop, vous faites 2 pas en arrière, ça vous prend 3 secondes, et vous rajoutez un petit quelque chose au premier plan qui donne de la profondeur et souvent rajoute un petit côté à l'histoire et rend votre photo un petit peu plus intéressante. D'accord? Donc voilà, ça c'est une petite astuce que j'aime bien utiliser. Et une autre astuce que j'utilise souvent, c'est de photographier à travers quelque chose. Ça permet souvent de créer des photos un petit peu plus abstraites. D'accord? Comme celle-ci, hein. Vous voyez, il y a rien dans la photo, il y avait une personne qui passe en vélo dans une rue, et le fait d'avoir cette espèce de voile sur la photo rajoute un côté abstraction et rend la photo un petit peu plus intéressante. Elle casse pas 4 pattes à un canard, pardon, on est d'accord, mais voilà, j'aime bien l'astuce de rajouter quelque chose comme ça, de photographier à travers quelque chose. Photographier à travers quoi? Ça peut être photographié à travers à peu près n'importe quoi à partir du moment où c'est translucide, d'accord? Ça peut être une vitre sale, une vitre embuée, des rideaux, vous savez, comme les rideaux de douche là qui sont opaques mais qui laissent quand même passer qui laissent passer la lumière, mais on voit juste les silhouettes, d'accord? Les rideaux de douche, n'importe quoi en fait qui laisse passer la lumière. Et ici là pour cette photo là, c'est aussi une astuce que j'aime bien utiliser. J'ai pris la photo à travers une plante en fait. Et l'idée c'est quoi? C'est vous faites la mise au point sur le sujet qui vous intéresse, ou là en tout cas j'avais anticipé le passage du cycliste, donc je le voyais arriver, je fais ma mise au point là où je pense qu'il va passer, et ensuite dans un deuxième temps, une fois que j'ai fait ma mise au point, je colle mon appareil, mais vraiment je le mets à l'intérieur là c'est une plante, je le mets à l'intérieur de la plante pour qu'il y ait des feuilles vraiment un petit peu partout devant l'objectif. Et du coup, comme les feuilles sont très proches de l'objectif, elles sont complètement hors de la zone de netteté, elles deviennent totalement floues, et donc ça donne cet effet-là où une sorte d'abstraction ou une sorte de voile qui se met par-dessus la photo. D'accord? Les effets vont être différents selon ce à travers quoi vous allez photographier.
selon si c'est une surface uniforme ou pas, selon si les feuilles, par exemple, si vous choisissez une plante, est-ce qu'elles sont larges ou pas larges, etc., etc. Ça peut donner plein de choses différentes, mais c'est quelque chose que j'aime bien, avec quoi j'aime bien jouer, chercher des surfaces ou des objets à travers lesquels on peut photographier et se débrouiller pour que ça rajoute juste une sorte de couche d'abstraction dessus vos photos. D'accord ? Une autre astuce aussi, c'est aussi une astuce de composition, et celle-ci, c'est pour simplifier vos compositions. Là, sur la photo que vous voyez, la personne que j'ai photographiée, elle s'est trouvée devant un arrière-plan qui avait rien d'intéressant. Et sur sa droite, derrière elle, l'arrière-plan était carrément moche. C'était des travaux. Il y avait un mur délabré, puis il y avait des vitres à moitié peintes pour pas qu'on puisse y voir à travers. Enfin bref, c'était pas ni joli ni intéressant. Et donc, ce que j'ai fait là sur la photo, c'est qu'en fait, j'ai collé mon appareil, l'objectif de mon appareil à un poteau. Je sais plus ce que c'était comme poteau, mais bref, je me colle au poteau et je me débrouille en fait pour qu'il y ait, hop, et je sais pas si vous le voyez bien parce que je suis en petit, mais vous vous débrouillez pour que la moitié de votre objectif touche le poteau et l'autre moitié en soit dégagée. D'accord ? Et donc, du coup, là, sur la photo, toute la partie qui est à droite, derrière le personnage, cette zone noire sous-exposée où on ne distingue pas vraiment ce que c'est, en fait, c'était ce fameux poteau sur lequel j'avais carrément appuyé mon appareil. Et on distingue un tout petit peu derrière, à l'arrière-plan, ce qui n'était pas beau et que j'ai voulu cacher. Du coup, ça simplifie pas mal la composition, ça permet de cacher des choses et de mettre un peu plus en avant le sujet. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et vous pouvez utiliser beaucoup d'objets comme ça, hein, des poteaux, des murs, des poubelles, j'en sais rien. En fait, c'est tellement proche de votre objectif que de toute façon, ça va devenir souvent sous-exposé parce que c'est presque à l'intérieur de votre objectif. Il faut vraiment toucher avec l'objectif l'objet. Complètement flou, complètement sous-exposé, et du coup, ça va faire une espèce de zone sur votre photo de vide qui va simplifier la composition, rajouter un petit peu de profondeur. Les gens vont se demander un petit peu ce que c'est aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être sympa et qui peut vous permettre de mettre en avant votre sujet, de simplifier votre composition. D'accord ? Et vous pouvez même le faire en fait avec votre main. À un moment, vous pouvez très bien poser votre main contre votre objectif ou juste devant, d'accord ? Et basculer, enfin, faire glisser votre appareil d'un côté et de l'autre pour gérer la partie de l'image que vous pouvez cacher. C'est pas une astuce à utiliser tous les jours et tout le temps parce que ça deviendrait un peu lourd si vous l'avez sur toutes vos photos, mais de temps en temps, ça peut être un truc à essayer qui peut vous dépanner et qui peut rajouter un petit truc, un petit côté abstrait, simplifier la composition. Donc voilà. Pendant les workshops, donc du coup, on s'intéresse pas mal aux gens, on apprend à photographier les inconnus, hein, c'est un peu le but du workshop, d'essayer d'avoir des photos plus intéressantes et aussi de savoir photographier les gens. Et vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'y aller petit à petit, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va enchaîner les exercices en commençant par quelque chose de très facile, puis on va compliquer petit à petit, ok ? Si dès le début, si vous n'avez pas l'habitude et que dès le début, je vous demande d'aller photographier quelqu'un en vous plaçant 50 cm devant lui avec votre appareil sans lui demander la permission avant et en surgissant comme ça, un, votre photo va être ratée et deux, ça va être terrifiant pour vous. Ça va sûrement mal se passer aussi parce que vous ne saurez pas comment faire et du coup, ça va vous bloquer plus qu'autre chose. Donc vraiment, l'idée, c'est on part très très facile et puis petit à petit, on complique les choses pour que finalement, vous arriviez à la fin à prendre les photos que vous voulez sans avoir brusqué les choses, d'accord ? Et l'une des façons les plus simples de s'attaquer à la photographie d'inconnus, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous en êtes au début et que vous n'osez pas trop le faire, c'est tout simplement de photographier les gens de dos et en commençant d'assez loin et petit à petit en vous rapprochant, d'accord ? En général, quand vous photographiez les gens de dos, ils ne vous repèrent pas. Alors, il y a quand même des réserves ou des limites. Si vous fixez une personne pendant 3 minutes et que vous le visez avec votre appareil photo pendant 3 minutes, l'appareil photo braqué sur elle,
même si elle est de dos, il y a un moment où elle va vous repérer, ou si elle se retourne par hasard, on va dire, elle va voir que c'est elle que vous photographiez. D'accord? Donc, même si c'est de dos, il faut essayer d'être relativement discret quand vous prenez les gens en photo. L'idée, c'est quoi? C'est, en premier lieu, vous repérez un sujet, vous vous dites, tiens, je vais photographier cette personne-là. La première chose, c'est d'évaluer la distance à laquelle vous comptez déclencher. D'accord? Est-ce que c'est la personne et l'environnement qui vous intéresse? Dans ce cas-là, vous allez sûrement vous placer, je sais pas moi, peut-être, ça dépend de l'objectif, ça dépend de plein de choses, hein, mais à quelques mètres derrière elle, pour prendre cette personne, la voir en entier, mais avoir aussi pas mal d'éléments de l'environnement et du décor, d'accord? Ou alors est-ce que c'est vraiment cette personne, elle, toute seule? Et dans ce cas-là, vous allez sûrement vous rapprocher un petit peu pour n'avoir que cette personne des pieds à la tête, d'accord? Et peut-être aussi basculer en mode portrait pour éliminer le plus possible d'éléments de l'arrière-plan. Ou est-ce que c'est vraiment cette personne-là de plus près, le buste et la tête? Ou est-ce que c'est vraiment un détail? Et dans ce cas-là, vous n'allez même plus voir la tête entière, mais simplement photographier un détail. Et en fonction de ce que vous allez décider de photographier, ça va déterminer la distance à laquelle vous devez déclencher. D'accord? Et donc ça, avec l'entraînement, c'est plus facile. Au début, c'est un peu dur, mais il faut que vous arriviez à le définir mentalement avant même de sortir de monter votre appareil. D'accord? Pour repérer un sujet, vous évaluez plus ou moins la distance à laquelle vous voulez déclencher. Et à ce moment-là, vous vous approchez de la personne. Et quand vous vous approchez de la personne, votre appareil photo, il est bas, hein, vous ne l'avez pas devant l'œil, il est le long du corps, par exemple, ou vous tenez assez bas, en tout cas, le long de votre corps, et vous ne regardez pas non plus directement la personne. Vous pouvez utiliser votre vision périphérique, d'accord? Si je vous regarde droit dans les yeux, vous savez que je suis en train de regarder. Si je regarde ne serait-ce qu'un tout petit peu à côté, vous savez que je ne vous regarde pas, d'accord? Mais moi, je continue à vous voir, parce que on voit plus que ce qu'on regarde réellement, d'accord? Si je regarde droit dans une direction, j'ai quand même une vision sur tout ce qu'il y a un petit peu autour. Et ça, c'est la vision périphérique. Et ça, il faut vous en servir quand vous repérez un sujet. Évitez de le fixer des yeux. Regardez un petit peu à côté de lui, mais gardez-le dans votre vision périphérique. Et vous vous approchez de lui sans le regarder directement. D'accord? Donc, vous repérez votre sujet, vous évaluez la distance, vous vous approchez sans regarder directement la personne. Et quand vous êtes à la bonne distance, d'accord, c'est seulement à ce moment-là que vous levez l'appareil, vous visez et vous déclenchez. Du coup, ça va assez vite. OK? Et l'après-déclenchement, c'est aussi important. Vous n'avez pas intérêt à regarder cette personne, en fait, même après le déclenchement. Pourquoi? Parce que s'il se retourne ou s'il voit et qu'il voit à ce moment-là que vous le regardez dans les yeux ou que vous avez l'appareil bloqué sur lui, il va comprendre que c'est lui que vous photographiez, tout simplement. D'accord? Et le pire, c'est quelqu'un se retourne et puis vous faites hop, comme ça, comme si vous aviez fait quelque chose de mal, comme si là, la personne comprend que c'est elle que vous photographiez tout de suite. D'accord? Donc, après le déclenchement, si la personne vous remarque, si ça arrivera souvent, la personne vous remarque, elle se retourne ou quelque chose comme ça, l'idée, c'est de continuer, de faire semblant que vous êtes en train de photographier quelque chose d'autre. D'accord? Il faut presque vous imaginer que la personne n'existe pas, en fait, qu'elle n'est pas là, tout simplement. D'accord? Et ça, c'est difficile quand on débute parce que vous allez immanquablement vous demander si elle vous a repéré et vous aurez tendance à regarder pour voir si elle se retourne, si elle vous a vu, etc. Et c'est quand vous faites ça que, du coup, vous faites, entre guillemets, repérer. C'est pas grave, hein. Si on vous voit, en général, il se passe rien, les gens disent rien de toute façon, mais quand vous vous faites repérer, c'est souvent ça parce que vous manquez un peu de confiance en vous, vous voulez savoir si vous avez réussi à être discret et vous vérifiez. Et à ce moment-là, tac, il y a les regards qui se croisent et du coup, ça vous met encore plus, vous, dans l'embarras que si vous aviez pris votre photo rapidement et puis vous continuez comme si de rien n'était sans même regarder derrière vous, d'accord? Ou si la personne se retourne, elle regarde, tout simplement, vous continuez à viser dans votre appareil, mais comme si vous photographiez quelque chose peut-être au-dessus d'elle ou à côté d'elle, d'accord? Et dans ce cas-là, elle va juste se dire, qu'elle s'est retournée, elle vous voit avec votre appareil photo, mais c'est pas elle que vous photographiez parce que vous la visez pas directement
et que si c'était elle que vous photographiez, au moment où elle se retourne, vous auriez sûrement changé de direction ou fait quelque chose comme ça d'un petit peu plus bizarre pour cacher votre mouvement. Donc, l'après d'une photo est aussi important. D'accord ? Avant et après, évitez de croiser les regards. Servez-vous de votre regard, de votre vision périphérique et autant que possible, faites semblant de photographier quelque chose d'autre. D'accord ? Et une dernière remarque, c'est même de dos, c'est beaucoup plus facile de commencer avec des gens qui sont arrêtés. S'ils sont assis sur un banc ou ils sont en train de discuter, quelque chose comme ça, les gens sont arrêtés. C'est plus facile. Pourquoi ? Parce que quand vous devez évaluer la distance à laquelle vous devez photographier et déclencher, déjà au début, vous allez avoir du mal à évaluer cette distance. Mais si en plus la personne marche, ça complique encore les choses. Si elle marche vers vous, il y a cette vitesse de rapprochement qui est rapide. Et du coup, si vous voulez photographier quand elle est, je ne sais pas moi, à 3 mètres, il faut anticiper et commencer à 4 ou 5 mètres à lever l'appareil pour qu'à 3 mètres, vous déclenchiez et que ça se passe comme ça. D'accord ? Et de dos, c'est pareil. Si elle marche, il faut que vous marchiez derrière elle. Du coup, vous marchiez assez vite et peut-être que vous n'allez pas être super discret en faisant ça au début. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour commencer, le mieux, c'est les gens de dos et qui sont arrêtés. Prenez votre temps tranquillement, vous allez pouvoir vous approcher tout en restant discret. Et après, les gens de dos, hein, le but, c'est de, comme je vous le disais, c'est de compliquer petit à petit les choses. Après les gens de dos, vous pouvez commencer à photographier les gens en commençant à les prendre de profil ou même de face. Et une bonne façon de faire, c'est de choisir les gens qui sont, j'appelle ça les gens enfermés. Et là, vous voyez, c'était la personne que j'ai photographiée. En fait, elle n'est pas loin de moi en distance. Elle est peut-être, je sais pas moi, 2 mètres. Mais entre nous, il y a cette vitrine de magasin. D'accord ? Et la personne, elle ne va pas sortir du magasin, faire le tour de la boutique pour venir voir ce que je faisais à l'extérieur. D'accord ? Si vous êtes près d'un tram, par exemple, c'est pareil. Au moment où la porte se ferme et qu'il démarre, vous pouvez vous coller à la vitre et prendre une photo à la limite. Même si vous déclenchez à quelques centimètres du visage de la personne, elle ne va pas faire arrêter le tram pour venir voir ce que vous faisiez. D'accord ? Donc, les trams, les trains, les bus, les voitures, les vitrines de restaurants, de boutiques, etc., etc. Il y a plein d'endroits où il y a des gens comme ça qui sont, entre guillemets, enfermés. Et c'est un bon moyen de commencer à vous rapprocher des gens, à les photographier un petit peu sur le côté ou de face. D'accord ? Alors, ne restez pas cloué à la vitrine pendant 20 minutes à mitrailler, parce que là, c'est sûr, les gens finiraient par faire le tour et venir vous voir, ou peut-être quelqu'un de la boutique vous demanderait des explications, ou vous demanderait de changer d'endroit en tout cas, d'accord ? Mais si vous marchez, vous voyez une vitrine, c'est ce que j'ai fait là, il y a une vitrine, il y a quelqu'un à l'intérieur, vous vous rapprochez de la vitrine, tac, vous déclenchez, vous continuez votre chemin, et ça se passera très très bien, il n'y a personne qui va venir vous voir ni faire quoi que ce soit. D'accord ? Donc ça, c'est les gens enfermés. De dos, enfermés. Et l'étape suivante, c'est ce que j'appelle les gens hypnotisés. Le meilleur exemple des gens hypnotisés, c'est les enfants devant la télé. Vous pouvez passer à côté, ils ne vont pas vous remarquer parce qu'ils sont tellement dans leur film, dans leur dessin animé que vous n'existez pas. Et parfois, ils sont même tellement hypnotisés que même quand vous les appelez par leur prénom, ils ne réagissent pas. Et dans la rue, en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça, entre guillemets, hypnotisés. C'est les gens qui sont sur leur smartphone, comme c'est le cas là de cette personne. Ça peut être ceux qui regardent une carte, par exemple, devant un restaurant, ceux qui regardent une étale sur un marché, des personnes qui discutent entre elles, toutes les personnes qui regardent un événement, un paysage ou quelque chose comme ça, une manifestation, j'en sais rien. Tous ces gens dès qu'ils sont concentrés sur quelque chose, c'est beaucoup plus facile de les approcher. Et donc, du coup, c'est aussi un bon moyen de commencer à photographier les gens en étant plus proche d'eux et en commençant à vous mettre un petit peu face à eux aussi. D'accord ? Attention quand même à ne pas vous approcher trop vite. Parce que ni trop vite, ni dans cette espèce d'espace de sécurité qu'on a autour de nous. On a tous autour de nous un espace qui fait à peu près la longueur de nos bras et dans lequel
on se sent en sécurité, entre guillemets. Et si quelqu'un rentre dans cet espace-là, ça devient une menace possible, d'accord? Même si la personne est hypnotisée, qu'elle regarde vraiment son téléphone et qu'elle est vraiment dedans, si vous arrivez trop près ou trop vite d'elle, vous devenez un danger potentiel et du coup, ils vont vous remarquer. D'accord? Parce que même s'ils sont concentrés sur le smartphone, ils ont quand même leur vision périphérique et tout leur sens qui reste, entre guillemets, à l'écoute. Ils n'en ont pas conscience, mais ils voient des choses sans en avoir vraiment la conscience. Le principe, c'est quand vous êtes, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes sur votre smartphone, vous êtes en train d'écrire quelque chose, vous êtes concentré. Si je vous demande il y a 20 secondes qui c'est que vous avez croisé, vous n'allez pas pouvoir me le dire parce que vous étiez vraiment sur votre smartphone. Et pourtant, il y a un moment où tac, vous lâchez le smartphone, vous vous arrêtez, vous levez la tête et là, il y a hop, un vélo qui vous coupe la route et qui manque de vous renverser. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, vous étiez concentré sur votre smartphone, mais il y avait votre inconscient, votre vision, vos sens, etc., avaient quand même conscience de tout ce qui se passait. Et tant que c'est pas un danger, il vous laisse tranquille et vous restez concentré sur votre smartphone. Et à partir du moment où ça devient un danger potentiel, là, le vélo, votre cerveau évalue que c'est probable qu'il y ait une collision, qu'il est en route de collision et que vous allez sûrement vous tamponner. À ce moment-là, poum, il relève l'information, il la fait rentrer dans votre conscience et du coup, vous réagissez instantanément. D'accord? Et donc, les gens, c'est pareil. Si, ils ont beau être hypnotisés et concentrés, si vous arrivez trop près ou trop vite d'eux, ils vont vous remarquer parce que vous êtes un danger potentiel. Donc, allez-y doucement, prenez votre temps. Et ça, c'est une erreur courante chez les débutants parce que c'est pas facile de s'approcher des personnes et d'aller les photographier comme ça, de s'approcher d'inconnus, d'accord? Et du coup, quand vous débutez, vous dites, OK, je vais faire vite. Je vais faire vite, je fais tac, tac, je prends ma photo et j'en suis débarrassé, c'est bon, elle est faite. Nicolas, il va plus m'embêter, il va pas me dire d'aller continuer à prendre des photos, elle est faite. Et en fait, en voulant aller vite, vous vous dites que vous allez être discret, que ça sera rapide, qu'on n'aura pas le temps de vous voir, mais c'est souvent tout l'inverse qui se produit. C'est en étant rapide, vous faites peur aux gens, tout simplement. D'accord? Ils vous voient arriver plus facilement, alors que si vous arrivez doucement, comme si vous baladiez, vous vous rapprochez, vous vous arrêtez même. Quand vous êtes à la bonne distance de la personne que vous voulez photographier, vous vous arrêtez. Et à ce moment-là, tac, vous prenez la photo. Vous allez être beaucoup plus discret que si vous essayez de faire les choses vite. Vous vous rapprochez, vous vous collez, vous prenez la photo, vous repartez. Ça, c'est beaucoup moins discret au final. D'accord? Et donc voilà, on continue à se rapprocher. Et la dernière étape, en quelque sorte, c'est de photographier, dans ce cas-là, des personnes d'assez près et de face. D'accord? Et là, on a deux façons de le faire. On peut le faire soit en restant, entre guillemets, incognito, c'est-à-dire que les gens ne vous remarquent pas. Vous prenez une photo, vous les prenez en photo, ils ne vous remarquent pas. Soit au contraire, en leur demandant de poser pour vous. D'accord? Une méthode n'est pas meilleure que l'autre, hein, ça dépend de ce que vous aimez faire, ça dépend de vos préférences, que vous voulez des photos plutôt naturelles ou des photos plutôt posées, vous pouvez faire les deux. Moi, je conseille tout le temps aux élèves des workshops pendant un moment, de faire vraiment les deux, de se forcer à faire les deux. Il y a sûrement l'un ou l'autre qui va vous paraître plus simple, mais ce qu'il faut éviter, c'est de vous dire, de faire un choix, entre guillemets, par dépit, parce que vous n'arrivez pas à photographier. Par exemple, vous n'osez pas aller voir les gens pour leur demander de poser, alors du coup, vous allez faire que des incognitos et jamais faire de portrait posé. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'essayer au début de vous forcer à faire les deux. Et une fois que vous serez capable assez facilement de faire les deux, à ce moment-là, vous pourrez faire un choix qui correspond vraiment à ce que vous avez envie de montrer, à vos photos, à un choix personnel plutôt qu'à une peur, tout simplement. D'accord? Donc voilà, là cette photo, hein, donc c'est des gens que je suis allé voir et je leur ai demandé de poser, d'accord? Petite famille qui était là et qui se baladait, que je connaissais absolument pas. L'approche, si vous voulez, c'est très simple. Hein. Vous dites simplement que vous êtes photographe, ce qui marche bien, et c'est ce que je conseille aux élèves des workshops, c'est de leur dire qu'ils sont en train de faire un exercice. Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, voilà, on m'a demandé je suis en formation de photographie, on m'a demandé de faire des portraits d'inconnus, et est-ce que je peux vous prendre en photo? Et
du coup, parce qu'au début, en fait, c'est une astuce pour vous lancer, hein, pour démarrer, d'accord. Après, quand vous aurez l'expérience, vous pourrez aller voir quelqu'un simplement et là, sans utiliser l'excuse de l'exercice. Vous pourrez aller voir quelqu'un pour lui dire que vous le trouvez beau ou que vous venez de manger, par exemple, dans son restaurant, vous demandez au chef de poser ou de le prendre en photo. C'est assez naturel après quand vous êtes plus dégourdi, on va dire, mais au début, de dire que vous réalisez un exercice, ça aura deux avantages. Un, les gens vont comprendre pourquoi vous êtes un petit peu hésitant. C'est parce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, ils vont comprendre. Ils vont pas se dire, il est bizarre celui-là, il manque de confiance en lui. C'est peut-être parce qu'il fait quelque chose de pas très net. D'accord? Non, c'est pas parce que je fais quelque chose de pas très net. C'est simplement parce que je débute. Ils vont le comprendre. Et deux, les gens, ils ont tous eu des examens, des formations, des choses comme ça à faire et ils savent ce que c'est. D'accord? Donc, ils vont avoir tendance à se mettre à votre place et à plus facilement vouloir vous aider parce qu'ils auraient bien aimé, eux, quand ils étaient dans votre... Si un jour ils sont dans votre situation, ils aimeraient bien qu'on les aide et ils vont avoir tendance à faire la même chose. Donc, dire que vous êtes en formation, que vous faites un exercice et qu'on vous a demandé de réaliser des portraits des gens que vous croisez comme ça dans la rue, c'est un bon moyen de commencer, de vous lancer un petit peu là-dedans. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les personnes n'accepteront pas d'être prises en photo et loin de là. D'accord? Il y aura beaucoup de personnes qui vont vous dire non, j'ai pas envie d'être prise en photo, etc. Ce qu'il faut surtout pas, c'est le prendre personnellement. D'accord? Mettez-vous dans le sens inverse et imaginez-vous, vous êtes dans la rue et quelqu'un vient vous aborder pour vous demander de vous prendre en photo. Si vous êtes pressé, d'accord, vous êtes en retard à un rendez-vous, vous allez lui dire non. Si vous avez, je sais pas moi, si vous êtes triste, si vous avez perdu un proche la veille, par exemple, ou même là, à l'instant, il n'y a pas longtemps, vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, vous savez pas lui dire non non plus, vous n'avez pas la tête à ça, d'accord. Il y a plein de raisons pour lesquelles une personne peut ne pas avoir envie d'être prise en photo, elle manque de confiance en elle, n'importe quoi, d'accord. Mais c'est pas contre vous, d'accord. Et quand vous débutez, vous avez un peu c'est normal, hein, tout le monde est comme ça, vous ramenez un petit peu tout à vous et vous vous dites, ok, cet après-midi, ça fait 5 personnes qui me disent non, c'est parce que je ne sais pas m'y prendre, c'est parce que je suis nul, c'est parce que c'est surtout parce que les gens, ils ont des fois autre chose à faire, d'accord. Donc, ne le prenez pas personnellement, ne vous vexez pas, dites-vous simplement que c'est pas le bon moment, d'accord. Et autre chose d'important, c'est que qu'ils acceptent ou pas, vous verrez que les gens, quand vous les abordez et que vous leur proposez de les prendre en photo, en général, ils repartent toujours avec le sourire. En fait, ils sont flattés que vous les ayez remarqués et que vous soyez intéressé à eux. Il ne faut pas que vous vous mettiez dans la tête que quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui proposez de le prendre en photo, vous allez l'importuner. S'il n'a pas le temps, s'il n'a pas envie, il vous le dira non et ça s'arrêtera là. D'accord? Mais qu'ils vous disent oui ou qu'ils vous disent non, en général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous leur faites au contraire du bien. Et moi, ce que j'aime bien dire aux élèves, c'est que ça se trouve, vous avez, je sais pas moi, un garçon ou une fille qui passe et vous allez le voir, vous lui dites, ah, j'aimerais bien vous prendre en photo. Elle va vous dire non, peut-être, d'accord? Mais vous lui aurez donné un petit peu de confiance en elle, vous lui aurez donné le sourire, peut-être que la journée, elle n'était pas top et tout ça, et d'un seul coup, ah, il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle et vous lui mettez un petit boost au moral, etc. Et si ça se trouve, cette petite confiance en plus que vous lui avez donnée, c'est juste le petit truc qui lui manquait, je ne sais pas, pour changer de vie, pour se lancer, pour quitter son job qui lui pourrit la vie ou je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, c'est une fiction, mais c'est possible. D'accord. En général, dites-vous que c'est ce que vous faites, c'est que vous faites du bien aux gens en les photographiant. D'accord. Ne vous dites pas que, au contraire, vous les embêtez tout le temps. C'est pas du tout le cas. S'ils n'ont pas le temps ou pas envie, ils vous le diront. Mais en général, c'est l'inverse. Vous leur faites du bien et ils sont contents que vous vous intéressiez à eux, tout simplement. D'accord. Le dernier conseil, et pour les photos, hein, j'ai terminé, c'est pour ça que j'ai enlevé le partage d'écran. Ce qui est important, et ce que j'aime dans ces workshops et dans le fait de photographier les gens, hein, c'est que ça va vous obliger à affronter vos peurs. Il
il y a des choses que vous n'allez pas oser faire, des gens que vous n'allez pas oser photographier. Et plutôt que de passer ça à la trappe et de dire, OK, photographier les gens, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est au contraire de prendre conscience de ces blocages et d'aller, au contraire, les affronter. D'accord? Et votre esprit, il est super fort pour rationaliser les choses. D'accord? Il va vous dire que vous n'avez pas le bon matériel, que c'est pas la bonne journée, que de toute façon, vous aimez pas photographier les gens, qu'il n'y a pas la bonne lumière, que vous n'avez pas le niveau technique suffisant. Il va trouver 50 000 excuses si vous n'osez pas aller photographier les gens pour vous dire, OK, t'as raison, on va pas les photographier, fais autre chose, concentre-toi sur les animaux, de toute façon, t'aimes pas les gens, prends des paysages, c'est plus intéressant. Je sais pas quelle excuse il va vous sortir, mais en général, c'est simplement pour masquer une peur et pour vous éviter l'inconfort d'aller vous battre contre cette limitation, cette fausse croyance, cette peur, etc. D'accord? Quand vous entendez cette sorte d'excuse dans votre tête, ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas, mais simplement notez-le. Et plutôt que de laisser passer et de rien en faire et de dire OK, c'est pas fait pour moi, essayez plutôt de retourner sur le terrain, essayez de vous remettre dans les mêmes conditions et essayez de faire un petit peu mieux. D'accord? Vous vous baladez, vous voyez une personne, elle est intéressante, vous n'osez même pas penser à la photographier. La fois d'après, dites-vous, OK, la dernière fois, c'est vrai que j'ai eu peur. Est-ce que je peux essayer de faire un petit peu mieux aujourd'hui? Le lendemain, vous retournez dans la rue et vous prenez déjà des photos de personnes sûrement de très loin et dans un cadre large, d'accord, pour qu'il y ait à la limite plein de personnes dedans, mais déjà, vous avez des gens sur vos photos. C'est déjà un petit peu un petit pas en plus, d'accord? Et puis, vous allez voir que ça va mieux et du coup, vous allez peut-être commencer à isoler un petit peu un sujet et puis vous rapprocher encore et puis petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Il vous faudra peut-être du temps, il vous faudra faire des efforts, mais si vous y arrivez, non seulement vous allez faire des progrès, mais en plus, ça va vous motiver pour continuer. D'accord? Le pire, c'est de ne pas faire de progrès, de stagner ou d'avoir l'impression de regresser. Et si tout le temps, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, vous rationalisez le truc en disant bon, c'est pas des photos qui sont faites pour moi, ça m'intéresse pas, je fais autre chose de toute façon, vous ratez à mon avis, une occasion de vous améliorer en photo, mais aussi vous de vous améliorer, de grandir en quelque sorte votre côté un petit peu humain, d'accord? Et en général, sur une photo, hein, dès qu'il y a des humains, le résultat est souvent plus intéressant. Les photos qu'on aime regarder, qu'on aime partager, quand on rentre de voyage, c'est souvent celles où il y a des humains dedans finalement. Si vous discutez avec des personnes et que vous passez votre temps à montrer des paysages vides, etc., les gens ne sont jamais allés là-bas, donc ça peut être un beau paysage, ils font le regarder, etc., mais il n'y a sûrement pas beaucoup de choses qui vont s'échanger autour de ça. D'accord? Par contre, si vous avez des gens sur vos photos et que du coup, vous racontez la rencontre, vous racontez les aventures que vous avez vécues, je sais pas moi, un guide qui a fait quelque chose de bizarre, là, ces personnes-là, c'était des touristes, vous avez fait je sais pas quoi avec eux, et vous avez pris ces photos-là, le côté humain va créer des histoires, va créer des relations et tout le monde va apprécier davantage vos photos. Et aussi bien pour vous que pour vos proches ou pour le public. Je trouve ça assez sympa et c'est souvent intéressant d'inclure des gens dans vos photos. D'accord? Et en plus, pour vous, le fait d'aller vers les gens, ça va vous permettre de faire des belles rencontres et de vivre des expériences un petit peu plus enrichissantes. Et le dernier avantage, c'est qu'il y a des gens, il y en a un petit peu partout. Et du coup, si vous photographiez des paysages, par exemple, il va peut-être falloir que vous alliez vraiment dans des endroits où il y a des beaux paysages pour arriver à prendre les photos que vous avez en tête. Du coup, c'est quelque chose qui est plus compliqué à faire tous les jours. Par contre, des gens, il y en a en bas de chez vous. À partir du moment où vous vous intéressez aux gens et à la vie en général, ça peut être les gens, mais tout ce qui tourne autour, hein, ça peut être les animaux, de compagnie que les gens promènent, ça peut être des détails sur les gens. Vous n'êtes pas obligé de prendre des portraits des personnes, hein, c'est tout ce qui est autour de l'humain.
Bah, tout ça, c'est des sujets que vous allez pouvoir trouver un petit peu dans la vie de tous les jours. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à trouver des sujets intéressants. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. C'est pas très facile, hein, surtout si vous débutez, on est d'accord. Ça dépend des gens. Moi, je sais quand j'ai débuté la photographie, aller photographier des gens et surtout aller aborder des gens pour leur demander de poser, c'était très compliqué pour moi. Selon les personnes, il y en a pour qui ça va être plus facile de faire poser les gens et d'aller les aborder, ou au contraire de prendre des photos incognito. Ça dépend vraiment des gens. Il y aura sûrement un côté ou un autre qui va être plus facile pour vous. Mais c'est jamais très facile au début. Mais essayez de vous forcer un petit peu. Essayez d'aller vers les gens et de les prendre en photo. Ça demande un peu d'apprentissage, comment on fait, comment on s'y prend. Il faut affronter ses peurs, ses insécurités, ses croyances un petit peu négatives qu'on a autour de ça. Et du coup, bah, ça va vous permettre vraiment de grandir, de prendre des meilleures photos et de grandir. C'est pas toujours facile, mais surtout si vous êtes timide ou introverti, mais si vous y arrivez, vos photos seront meilleures, vous aurez grandi et votre vie aussi sera plus sympa parce que vous pourrez faire facilement des rencontres un petit peu partout où vous allez. Donc voilà, je vous encourage à vous y mettre. Bah, vous pouvez apprendre seul, hein, et y aller doucement. Vous pouvez aussi, si vous voulez, participer à un workshop. Ce sera du coup plus rapide et plus facile, hein, parce que je vais, entre guillemets, vous prendre par la main. Ouais, je vais vous montrer comment faire. Il y a des choses qui sont assez simples à comprendre quand vous me voyez faire quelque chose sur le terrain et qu'ensuite vous l'imitez, qui sont beaucoup plus compliquées à expliquer par écrit ou par vidéo, hein. Sur un workshop, vous allez comprendre 10 fois plus vite, ça c'est certain. Et en 2 jours, vous allez être capable de photographier des gens, hein, ça aussi. Mais il vous faudra de toute façon un peu d'entraînement. Mais bref, si vous avez besoin d'un workshop, vous venez à un workshop, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de retenir voilà, les astuces qu'on a vues aujourd'hui, et je vous encourage d'aller vers les gens. Pour résumer les astuces, c'est photographier les détails. Hein, c'est un bon moyen de vous échauffer. Et ça marche partout où vous allez. Vous pouvez vous concentrer sur les détails et penser à vous échauffer quand vous démarrez vos séances. Le deuxième, c'est photographier la lumière. Hein, et plus généralement, soyez-y attentifs et habituez-vous à détecter ces changements. Le troisième, c'est de rajouter les premiers plans à vos photos. Ça ajoute de la profondeur, du contexte et ça améliore sûrement souvent l'histoire que vous racontez. Utilisez ce qu'il y a autour de vous. Photographier à travers les choses pour créer des images un peu plus abstraites. Utilisez le mobilier urbain pour améliorer vos compositions. Et Sonia me dit dans les commentaires, ce que j'aime bien faire, c'est photographier les chiens et c'est assez sympa. Et c'est rigolo parce qu'on en a parlé justement ce week-end à Toulouse. Et les chiens, c'est une super approche pour photographier les maîtres. Parce que vous arrivez, vous vous intéressez au chien, vous le caressez et puis vous le prenez en photo. Et une fois que vous êtes devenu, entre guillemets, l'ami du chien, vous êtes devenu l'ami du maître. Les gens, si vous aimez leur chien, ils vous aiment. À peu de choses près, c'est comme ça. Et du coup, aller vers le chien, le gratter, le photographier, c'est une première approche. Et dans un deuxième temps, vous demandez simplement à la personne, est-ce que je peux vous prendre en photo avec le chien? Et dans ce cas-là, vous reculez un petit peu, vous avez une photo des deux personnes. Et souvent, vous aurez des moments sympas parce que la personne va peut-être prendre le chien dans ses bras ou faire quelque chose d'assez sympa avec le chien. Donc, ça peut être le chien, le sujet en lui-même, ou alors un moyen de vous approcher des gens en passant entre guillemets par le chien avant d'aller vers la personne. Les deux fonctionnent, ça marche très bien. Et donc pour photographier les gens, ce que je vous disais, donc c'est d'y aller par étapes, commencer facile, commencer par les gens de dos et d'assez loin, et ensuite vous augmentez la difficulté en choisissant des gens qui sont enfermés ou les gens qui sont hypnotisés, hein, ceux qui sont en train de faire quelque chose. Il y a plein de gens sur leur smartphone, c'est des entre guillemets cibles faciles. Et ça vous permet de commencer à tourner un petit peu autour, c'est-à-dire que vous commencez de dos, ensuite vous commencez à faire les profils et un petit peu de face ou de trois quarts en choisissant des gens enfermés, hypnotisés. Et en dernier lieu, vous allez petit à petit à vous trouver de face et de plus en plus près des gens, soit en restant incognito, soit tout simplement en abordant les gens pour les faire poser pour vous. Et le dernier conseil, c'était
je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me tient à cœur, c'est que lorsque vous repérez une sorte de blocage ou de difficulté, ne la fuyez pas. Au contraire, faites en sorte de vous retrouver régulièrement face à cette difficulté et petit à petit, vous allez apprendre à la surmonter. Et ça, c'est le meilleur moyen, un, de progresser et deux, de grandir vous-même. D'accord? Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Merci d'avoir assisté à ce live. N'hésitez pas, donc, si vous voulez participer à un workshop, il reste 3 dates cette année et des places, je crois, dans chaque workshop de mémoire. Et pour ceux qui regardent le replay, si vous avez des commentaires, des questions, des avis ou n'importe quoi, il y a les commentaires juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à y participer, à poser vos questions. Si vous avez aussi aimé ce type de live où on s'intéresse à des photos, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires ou peut-être si vous aimeriez qu'on le fasse avec vos photos, peut-être aussi, d'accord. Mettez tout ça dans les commentaires. Parce que le cercle des créatifs est assez récent et c'est des évolutions qu'on peut envisager. Donc, n'hésitez pas à me dire simplement ce que vous avez pensé, ce que vous aimeriez qu'on fasse pour la suite tous ensemble. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode des rendez-vous du cercle des créatifs dans quelques jours. J'ai travaillé beaucoup sur mon prochain livre en ce moment qui doit sortir normalement à l'automne. J'ai aussi les workshops, donc je suis un peu moins carré sur les rendez-vous du cercle en ce moment, mais on continue et si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous encore une fois et à très bientôt. Ciao, ciao.